Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Maxence pour ce débrief de la finale de la saison 2024 de College Football entre Ohio State et Notre-Dame. Comment ça va Maxence? Salut Robin, ça va bien et toi? Mais écoute, ça va bien, on fait cette preview une semaine après, presque jour pour jour, hein. La finale elle a lieu traditionnellement le lundi. On peut dire ce qu'on veut de cette tradition, moi je ne suis pas très fan. Pas Mais fan non plus. un peu une semaine après, le temps de tout débriefer un peu, d'avoir les statistiques un peu plus précises, notamment sur les téléspectateurs qu'il y a eu lors de ce match. Et puis, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet directement avec je pense que vous l'avez tous vu, Ohio State, champion national. Félicitations à eux. Et Maxence, on peut dire que au vu du match contre Michigan qu'on avait vu en dernière semaine de saison régulière, c'était un peu inespéré. Même moi, je me disais, OK, Ohio State, ça va être le pain béni de Oregon entre Ohio State et Tennessee, jusqu'à ce qu'ils se jouent et qu'on remarque que Ohio State avait un peu enclenché la seconde. Mais Ouais, un peu inattendu, on va dire. oui, c'est sûr que fin novembre après la défaite contre Michigan, on était tous là en me disant bon Ohio State sous Ryan Day, ça reste Ohio State sous Ryan Day, incapable de gagner les grands matchs, incapable de gagner les matchs de rivalité, même contre le pire Michigan depuis 5-6 ans. Et ouais, moi aussi j'étais un peu dans le cas, j'étais en mode ouais ils ont du talent partout. Mais tu as l'impression que cette équipe l'exploite pas, que c'est mal coaché. Et moi j'avais un peu cette phrase que le pire ennemi d'Ohio State, c'était Ohio State eux-mêmes et que s'ils étaient dans un mauvais jour, il y aurait rien qui pourrait les aider à s'en sortir. Et pour moi, en plus, démarrant au premier tour, je me disais il y allait forcément y avoir un moment dans les playoffs où ça allait craquer. Pour moi, ça allait être contre Oregon. Je pensais qu'Oregon allait passer. Puis finalement, dès le match contre Tennessee, ils ont enclenché la vitesse supérieure et ils l'ont jamais vraiment lâché parce qu'ils ont dominé. Ils ont dominé quasiment tous leurs matchs. Les deux premiers, ils les ont dominés de la tête et des épaules. Après, contre Texas, ça a été un peu plus dur, mais honnêtement, ils ont jamais été menés. Ils ont toujours et puis, ils n'ont jamais été menés, ils ont toujours réussi à garder le contrôle du match, et c'est pareil contre Notre-Dame. Donc, sur les playoffs, le titre est mérité, c'est la meilleure équipe des playoffs qui l'emporte. On pourra en rediscuter sur la saison régulière, mais en tout cas, euh, depuis début décembre, c'est la meilleure équipe du pays, ça c'est sûr. Effectivement, mais comme tu dis, on pourra en rediscuter sur la saison régulière. C'est un champion national à 2 défaites et qui n'a pas de championnat de Ouais. conférence. Ils n'ont pas été en finale de Big Ten et ils n'ont même pas joué. Ils n'ont même pas pu la perdre. Et ils ont 2 défaites en saison régulière. Bon, une contre l'autre champion national officiellement. La défaite contre Oregon, elle est pas. Oui, c'est vrai. Bienvenue au club. Merci, ça fait plaisir de pouvoir, pour ceux qui n'ont pas la référence. Donc, il y a une institut, je ne sais plus exactement le nom exact de l'institut, qui donne un championnat national basé sur un système de score un peu avec un algorithme, etc. Et Oregon est ce championnat national de saison régulière, certes, ils n'ont pas gagné en playoff, mais ils peuvent quand même réclamer, s'ils veulent, un titre non officiel. Bon, Oui, parce que pour ceux Oregon qui ne ne va pas savent pas, le faire. Ouais. la grande tradition dans le college football depuis sa création, c'est que avant il n'y avait pas de finale nationale et donc il y avait plusieurs organismes qui donnaient leur classement de fin de saison et certains sont reconnus par la NCAA. Et même si aujourd'hui les playoffs règlent la question de qui est la meilleure équipe du pays parce que on fait des matchs à élimination directe et puis à la fin il y a une finale, il y a un vainqueur. Donc le vainqueur de la finale, il y a il n'y a plus vraiment de discussion, il a gagné la finale, mais il y a quand même encore des organismes, donc ça peut être des journaux, ça peut être des algorithmes aussi, qui donnent aussi leurs champions nationaux et certains sont reconnus par la NCAA, donc notamment celui-ci là qui a donné le titre à Oregon, comme il y avait un organisme aussi qui l'avait donné à UCF en 2017 après sa victoire contre Auburn et sa saison invaincue, ce qui avait permis aux Knights de réclamer un titre national. Et donc, quand vous regardez sur les pages Wikipédia des équipes, vous avez titre officiel et unofficial, les titres non officiels. Donc, des titres qui sont pas officiels parce qu'ils n'ont pas été numéro 1 sur la People ou ils n'ont pas remporté la finale nationale, mais il y a eu un autre organisme qui a dit non, c'est eux les champions nationaux. Donc, ça compte en non officiel, même si aujourd'hui, avec l'apparition des playoffs, quand même, c'est
beaucoup moins légitime. Ça l'était à l'époque où il n'y avait pas la finale nationale. Oui, Tu c'est pouvais, ça. tu pouvais te retrouver avec 3 équipes invaincues qui ne se sont pas jouées. Aujourd'hui, bon, avec les playoffs et tout, ça a moins de poids. Puis les équipes le réclament plus officiellement, ça reste du unofficial, mais voilà, C'est Oregon, ça, c'est pour la une bonne petite. petite statistique pour C'est se ça. consoler après s'être fait vraiment rouster contre le champion national Mmh. officiel cette fois-ci. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, ça m'a. Je, je trouve qu'il a moins de saveur pour Ohio State, ce titre, étant donné, bah, tu as perdu 2 matchs, tu as perdu contre ton rival, et tu as. Enfin, d'un point de vue extérieur, hein, parce que je pense qu'en tant que fan, Non, oui, justement, je tu pense que vois les tout ce fans sont très parcours. contents, ouais. Mais c'est vrai que moi, je me dis, c'est pas le champion le plus méritant au point de vue de. Tu as perdu 2 matchs, dans un playoff à 4, tu n'y étais même pas. Ouais. Euh, Bah, en fait, et tu n'as c'est pas été c'est en finale c de ta conférence, qui ouais, est une des meilleures conférences du pays, mmh. que tu pas, enfin, si ce n'est la meilleure, hein, avec la SEC, que tu pas rencontré, enfin, que tu pas eu la chance de jouer un titre. Et tu vois, si on compare à Michigan l'année dernière, qui a battu Ohio State, qui a été champion, Qui a vaincu. qui a invaincu 15-0, etc. je- Ouais, le déjà, 14-2, il y a toute la tricherie autour de Michigan, mais c'est vrai que mmh, le 14-2, sans la finale de conférence, me donne une petite tâche au titre, mais c'est vrai que sur ces playoffs, c'est la meilleure équipe des ouais, playoffs, voilà, et c'est ça. ils ont joué, comme tu l'as dit, hein, contre Tennessee, contre Oregon et même contre Notre-Dame, le meilleur Mmh, football qui pouvait être proposé mmh. sur le papier. Je Même pense contre qu'ils ont. Texas, Oui, c'est ça. Contre Texas, défensivement, c'était vraiment en place. Offensivement, c'était peut-être le fameux match, Ohio State se met des bâtons dans les roues. C'était vraiment ce match contre Texas où offensivement, ils ont commencé à se mettre à beaucoup moins bien jouer. Après, il y avait une très grosse défense de Texas aussi. Mais ouais, je suis d'accord. En fait, va falloir s'y habituer en fait maintenant avec les playoffs à 12, que les gros programmes comme ça auront droit à une ou deux chutes dans la saison régulière et pourront quand même revenir en force en playoff. Tu vois, je pense tu vois, Alabama est pas passé loin d'être dans les 12. Peut-être que, bon, ils ont perdu contre Michigan en bowl, mais peut-être qu'ils auraient connu ce scénario-là aussi, tu vois, une fois arrivé en playoff. Donc, je pense qu'il va falloir s'y habituer. L'avantage des playoffs à 4, c'était que dès que tu avais un faux pas, tu étais quasiment éliminé. Et donc, les gros programmes devaient quand même ne pouvaient pas se permettre d'avoir 2 défaites. C'était une défaite grand max, et encore, il fallait que ce soit une défaite contre un très gros. Avec ce format à 12, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de jokers pour les gros programmes, hein, parce que bien sûr, un SMU ou un Indiana à 2 défaites, on n'en parlait plus, par exemple, pour le top 12. Et c'est vrai que du coup, c'est une saveur, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. On a un seed numéro 8 qui est champion national. Donc oui, sur les playoffs, depuis le début de décembre, il n'y a pas de photo, ils ont dominé leur match, machin, le titre est mérité, mais on ne pourra pas enlever les 3 mois de Oui, c'est ça. régulière et les 2 défaites. Celle contre Oregon, Elle est bon, elle compréhensible est parce que de toute compréhensible. façon, c'était un T'es à Eugene, 32-31, t'es tu es à à Eugene, voilà. l'extérieur, et au-delà de ça, enfin, tu es à 1 seconde de pouvoir Ouais, prendre le voilà, temps mort et de gagner le match. c'est Enfin, ça. après, le kicker Mais la d'Ohio défaite State, à c'est pas le Michigan, plus. Ouais. En fait, la défaite à Michigan, il y a un an, Oh la vache. juste après la défaite, il y aurait eu les comptes Twitter qui auraient mis Ryan Day la tête dépitée avec Eliminated derrière, tu vois. Genre Ohio State a été éliminé de la course en Ouais, mais playoff. même déjà là, après, en fait, il y avait des gens de. Moi, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, mais je connais pas mal de gens dans la Ah oui. fanbase d'Ohio State. Et toute la fanbase d'Ohio State, enfin, une grosse partie de la fanbase d'Ohio State, est appelée pour sa tête en disant Mmh. c'est inadmissible de ce qui s'est passé. Ouais, ouais, bah Et c'est la 5e défaite de suite. C'était la 5e de suite contre Michigan, mais la rédemption est arrivée en playoff. bah, c'est ça, c'est qu'il y a une classe entière qui a jamais gagné contre Michigan, déjà de 1. La Mmh. classe de Jack Sawyer, par exemple, n'a jamais gagné contre Michigan. Mais au-delà de ça, et donc, il y a eu un shift et beaucoup appelé pour sa tête. Même moi, j'en faisais partie de quand Oui, est-ce qu'on ouvre le dossier Ryan Day, moi parce que j'avais parlé Michigan, en etc. preview du premier tour que ouais, si le gars se faisait sortir contre Tennessee, Ah, fallait, tu vois, il en y avait premier tour, clairement il fallait, moyen de se voilà. dire, oula, qui on met en head coach. Et, Et et sauver sa tête le et shift est pour, que maintenant, Ohio State, tu vois, les fans d'Ohio State ah oui, m'ont là, il y a un clairement shift. dit,
mais Ryan Day, en fait, c'est le GOAT parce que Oui, j'ai vu des tweets aussi. Il y a des tweets de mecs sur Twitter qui sont là. Pour avoir un meilleur seeding. Ouais, ils sont là, genre Ryan Day n'a jamais craqué sous la pression. C'est un mec construit différemment. Il fallait faire confiance. Il y a plein de mecs qui ressortent les tweets du même mec qui dit ça, genre un mois avant. Il faut le virer. C'est un loser. C'est une fraude. Ah ben oui, mais tu sais de dire que le mec c'est un mastermind du collège football parce qu'il a perdu contre Michigan exprès pour pouvoir jouer Tennessee puis pour jouer Oregon qui était pas forcément bien classé mais qui ensuite avait une partie favorable. Tu sais, c'est des gars officiels. Tu sais, c'est juste. Ça a réécrit toute la narrative autour du programme. Exactement. Mais en même temps, voilà, c'est un titre national et un titre national efface tout dans tous les sports en fait. Dès que tu remportes un titre, ça efface tout ce qui a été dit avant. Jusqu'au prochain échec. Mais voilà, maintenant, Ryan Day, il peut se ramener au campus la tête haute, plus personne ne lui dira quoi que ce soit. Il a ramené un titre national et avec la manière. Donc, mais de toute façon, les playoffs à 12 vont changer notre perception de voir le college football. Parce que les saisons régulières ne seront plus comme avant. Les matchs de rivalité n'auront plus le même impact. C'est ce qu'on disait, à qualifier 12 équipes dévalue la valeur de la saison régulière. Et après, bon, voilà, après, tu es en playoff, c'est beaucoup plus dur parce qu'au lieu de gagner 2 matchs de suite, il faut que tu en gagnes 4 ou 3. Tu t'es coach toi, tu coaches même en football, football américain, donc tu sais ce que c'est ces matchs-là. En gagner plusieurs à la suite, c'est pas Et facile. c'est énormément de préparation, C'est énormément de surtout préparation. après une saison où tu te dis, en fait, ta saison régulière, c'est très dur sur ton corps parce que tu joues tous les week-ends et tu te prends des coups tous les week-ends. Tu as un blessé par-ci, tu as un blessé par-là. L'équipe d'en face, en fait, quand tu l'as rencontré la première fois, ils avaient 3 joueurs de blessés qui récupèrent ou vice-versa, etc. Donc, c'est énormément de préparation en très, très peu de temps, surtout contre des équipes que tu n'as pas toujours l'habitude de jouer. Par exemple, bon, au Ohio State, s'ils avaient joué le fameux, ils auraient joué Tennessee, Oregon, puis ensuite Texas et Penn State, ils auraient eu juste à préparer pour un peu plus pour Tennessee et Texas, sachant que derrière, Oregon et Penn State, ils les jouent tout le temps. Donc, mais dans quelques années, ils se seront joués. Mais Oregon, ça sera souvent. Donc, mais Penn State est tout le temps. etc. Ils savent réellement comment ça marche et c'est des équipes sur lesquelles tu n'as pas l'habitude de te préparer. Ça fait des match-ups que c'est notre façon de jouer. Enfin, c'est notre façon de jouer. C'est des fois on sait qu'il y a des conférences plus physiques que d'autres où tu te retrouves pas forcément toujours le même archétype de joueur, même si bon maintenant la Big Ten et la SEC sont quand même tellement au-dessus des autres conférences qu'ils arrivent à récupérer les meilleurs recrues à chaque fois. Mais ouais, c'est des fois c'est des affrontements entre deux façons de jouer très distinctes qui se retrouvent qu'une fois tous les 5 ans, voire 10 ans, voire même un siècle. Genre le Tennessee Ohio State, je crois qu'il s'était joué qu'une seule fois avant le premier tour. Donc ouais, on se rapproche en fait d'un format de sport professionnel où la saison régulière sert à te qualifier pour les playoffs. Et après, une fois que tu es en playoff, faut activer le mode on-off, comme on peut dire des fois, c'est le mode playoff. Et après, là, faut enchaîner et aller jusqu'au bout. Donc ouais, c'est comme je dis, ça va changer de perception du college football. Où il y a 15 ans, c'était une finale nationale entre les deux meilleures équipes invaincues du pays, en caricaturant, mais c'était un petit peu ça. Aujourd'hui, ça peut être une finale nationale entre le 8e et le 7e seed, mais qui ont mérité leur place parce que ils ont tous les deux fait des très gros parcours. Parce qu'on parle d'Ohio State, mais Notre-Dame n'a pas démérité non plus. Ils sont, malgré leur défaite contre Northern Illinois en début de saison, ils n'ont pas démérité derrière. Ils n'ont plus perdu un seul match. Ils sont arrivés en playoff sûrs de leur force. Ils savaient comment il fallait qu'ils jouent. Et ça, on va parler plus précisément de la finale. Ils savaient comment il fallait jouer. Ils savaient aussi quelles étaient leurs forces. Et ça leur a permis d'accéder en finale en battant Georgia au passage, qui est quand même. C'est un bel accomplissement. Puis c'est vrai un bel accomplissement. Et puis ils n'ont pas été déméritants contre Ohio State. Mais écoute, je te propose justement de faire une bonne transition face à, en parlant du match en général.
Ohio State donc remporte le match 34-23, mais donc contre Notre-Dame. Mais d'un point de vue, si on voit que le score, on se dit ah c'était un match Ouais. serré. Si on voit pas que le score, est-ce que toi tu as senti un match serré? Moi je me suis dit plusieurs fois en fait à la fin au milieu du troisième quart-temps, je me suis dit bon là s'il marque pas je vais me coucher. Puis à chaque fois il marquait donc je me suis dit bon c'est vrai en fait finalement je vais pouvoir continuer à regarder. Mais ça m'a Ouais. pas paru vraiment le match le plus équilibré. Non, 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 c'était pas. Notre-Dame n'a rien lâché. Notre-Dame est revenu dans le match, mais Notre-Dame est revenu trop tard dans le match. Ils ont eu un second quart-temps terrible. Et ouais, ils reviennent sur la fin, mais bon, tu sentais qu'Ohio State était quand même en contrôle en seconde mi-temps. Et ils ont su scorer ce qu'il fallait au moment où, voilà, pour garder cette possession d'avance, voire même ces 2 possessions d'avance qui permettent d'être plus tranquille. Notre-Dame est arrivé avec un plan de jeu préparé quand même, tu vois, quand tu vois leur premier drive. Un Army Drive, hein, 18 jeux, 75 yards, 9 minutes 45. Ils ont vraiment bouffé tout le chrono qu'ils pouvaient sur le premier quart-temps pour aller scorer le touchdown, avec beaucoup de courses de Riley Leonard. En fait, quasiment que des jeux je crois qu'il y a qu'une seule, il y a 3 passes il y a trois passes réussies dans le drive, mais après, c'est la plupart des courses, c'est du Riley Leonard. Et quand je disais que voilà, ils savaient c'était quoi leur force, notamment leur force pendant ces playoffs, c'était la capacité de Riley Leonard de courir. Ça a été leur meilleur coureur sur ces playoffs. Et quand tu vois le premier drive, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attaqué Ohio State directement à l'intérieur. Ils ont réussi plusieurs quatrième down. Ils ont marqué. Donc ils avaient bien démarré le match, mais en même temps tu te disais, waouh, ils ont quand même dû cravacher pour aller mettre un touchdown. Ça tiendra pas comme ça tout le match. Et effectivement, ça n'a pas tenu comme ça tout le match parce que derrière, leurs 2 drives suivants ont été des three and out. Et puis derrière, ils ont encaissé 3 touchdowns sur les 3 drives, les 3 premiers drives de 7 en fait, qui eux ont fait des drives à plus de 10 jeux également, qui ont été moins longs, mais qui ont été aussi efficaces et plus variés, on va dire, dans le jeu. Parce on va parler un petit peu des stats au niveau de Notre-Dame. Donc, il y a 53 yards au rush. Et la plupart de ces yards, ils sont dans ce premier drive. Parce qu'après, derrière, ils sont tellement en retard qu'ils doivent jouer la passe. Là, Ohio State a pu se permettre de varier. 231 yards à la passe, 214 à la course. Et tout de suite, quand tu es en défense et que tu as une équipe qui est capable de varier son jeu course-passe, c'est plus difficile forcément de s'adapter. Là où Ohio State, ok, premier drive, ils n'ont pas réussi à les stopper, mais en même temps, Notre-Dame a dû vraiment aller au bout de son playbook parce que 18 jeux dans un drive, c'est pas commun. Et après, derrière, ils ont réussi à stopper le jeu de course. Et puis, c'était fait. Après, aller au bout de son playbook et juste de dire ça alors que Ray Leonard il a Non, couru enfin, un aller au bout QB du son blast. playbook, je veux dire, Ouais, non, aller au bout de ton idée dans ce premier drive qui était vraiment. exactement, parce Oui, qu'ils parce sont que. pas allés chercher Oui, de la oui, oui. diversité énorme. Ils ont fait courir Ray Leonard au Non. centre 10 fois. Ils ont fait courir Jeremiah Love 2 fois, puis Oui, oui, ensuite c'est ils leur pas, ont fait quelques le passes. playbook, c'était pas ça que oui, Mais mais aller au bout de ton idée on va les attaquer au centre. c'est ça. Et comme tu dis, tu vois, Notre-Dame avait très très bien préparé le premier drive. Ça prend énormément d'énergie aussi de défendre. Mm. Pour Riley Leonard, à la fois, il prend beaucoup de coups, mais la défense, elle elle se faisait driver, elle se faisait reculer. Et une défense d'Ohio State et surtout de Jim Knowles qui est en train de reculer en fait en début de match, tu te dis ah, il y a une chance pour Notre-Dame. Est-ce que Notre-Dame apporte plus de physicalité qu'Ohio State, qui est aussi connu pour de la physicalité, hein, notamment avec le fait de jouer en Big Ten? Et moi, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Tu l'as regardé en direct ou pas ce match déjà? Non, moi du coup je me suis fait parce que là le lundi soir Ouais. c'était compliqué. Surtout que c'est souvent des matchs qui commencent rarement à 1h30 pile et qui finissent Ouais. souvent plus tard que prévu. Donc non, je me suis fait le replay le lendemain matin,
le full replay en me gardant bien Oui, de regarder le score. de connaître le résultat. Donc j'étais un peu comme toi au fur et à mesure du match, même si c'était pas le je vais aller me coucher parce que bien sûr on a vu la fin, mais c'était un peu en mode aïe, aïe Notre-Dame, Ouais. aïe ça va être compliqué. Ah peut-être que et puis en fait à chaque fois tu Puis sais tu crois sans trop y croire sur la fin du match. c'est Et ça. Bah, en fait, à la mi-temps, déjà, moi, je me suis dit, ben, bon, OK, il y a 21-7 à la mi-temps, alors que Ohio State a joué 3 drives, en fait. Hein, ouais, ils ont joué 3 drives, il et y a va avoir la 21-7 balle au début de la seconde. et ils ont la balle en début de deuxième mi-temps. En ouverture, ils font 5 jeux, 75 yards, 2 minutes 14 pour un touchdown. Il y a 28-7. Et à ce moment-là, Notre-Dame punt après seulement 4 jeux. Et donc là, tu te dis, OK, 28-7, c'est presque fini, je vais aller me coucher. Mmh. Ensuite, Ohio State met son field goal, donc il y a 31-7. En fait, au maximum de l'écart, 31-7, au tout début du troisième quart, au final. Puis au fur et à mesure, Notre-Dame marque un touchdown, puis il y a un fumble d'Ohio State, c'est ça qui est un turnover dans la red zone. Hein, Ouais, et Egbuka, ouais, qui fumble sur, il y a c'est un... Drake Bowen qui force le fumble et puis derrière c'est recouvert par Notre-Dame et là, ouais, là tu te dis: Exact. «Ah, peut-être Alors que» qu'on est dans la moitié de terrain de Notre-Dame, hein, puisque le jeu se passe aux 45 yards. C'est une passe de 25 yards, donc ils sont dans les 20 yards. mmh mh. Tu te dis, OK, bah, OK, là, il y a 31, il y a 31-15. Tu te retrouves au final, si eux, ils marquent et qu'il n'y a pas de fumble, bah, tu te retrouves avec 38-15. C'est fini. Bonne nuit les petits. Mmh. Mais on se rend compte que grâce au fumble, ensuite, il y a une décision un peu incompréhensible parce que 31-15, pour ceux qui sont pas forts en mathématiques, il n'y a pas un field goal d'écart. je, Non, non, ouais, je 31-15 pense ça que fait 16 points d'écart, c'est 2 ça touchdowns à fait 8 points. exactement 16 points d'écart. Et pourquoi je rigole un peu sur le fait qu'il n'y a pas un field goal d'écart, c'est que Notre-Dame arrive et fait quand même un long drive, 12 jeux, Mmh. 70 yards, pour arriver en quatrième et goal aux 9 yards de Ohio State. Avec, là par contre, pas mal sur ce drive-là, ça a bien joué à la passe. Tu Ouais, vois, avec Jaden Greathouse, Mitchell Evans, surtout Greathouse qu'on a surtout vu en seconde mi-temps et qui s'est vraiment, bien révélé sur cette fin de match et ouais, effectivement, tu tentes le field goal alors que tu es mené 31-15, tu c'est ça. reviens 16 que à points, 30. c'est 2 touchdowns avec 2 Ouais, conversions à 2 points réussies. Pourquoi est-ce que tu es à 9 yards du touchdown? Tu es mené de 16 points en mmh, finale nationale dans le quatrième quart-temps. parce que Il même reste si 9 tu le minutes mets, tu 27. as 13 points d'écart, il faut quand même que tu ailles marquer tes 2 touchdowns. Tes 2 touchdowns. C'est ça, c'est pas comme si tu étais on va dire, tu étais à 10 points ou on va dire que tu étais à 12 points. Ouais, 12 ouais, points, tu peux te dire, OK, enfin 11 points par exemple. Je mets ouais, un tu field cut goal et et je 8, mets ouais. je mets un field goal 8 et on va en overtime. Alors que là, tu mets un field goal et 2 touchdowns après, alors qu'il te reste 9 minutes 27 dans le quatrième quart. Mmh. C'est-à-dire que, Et que Ohio State avait marqué sur tous ses drives avant ça, à part le fumble. mine de rien, le fumble. Donc, tu peux dire, je fais confiance en ma défense, mais il faut qu'ils réussissent à nouveau quelque chose qu'ils n'ont pas réussi tout le reste du match. Enfin, c'est vrai que c'est Ouais. une décision qui Un était peu un peu. incompréhensible. Ouais, Après, ça aurait crié au génie, au final, je pense, si Notre-Dame avait marqué le field goal, puis ensuite marqué 2 touchdowns, on se serait dit, mmh, effectivement, ils n'ont pas fait ça pour rien, puis ils ont gagné, ils sont pas allés en overtime. Mais cette décision, elle paraît un peu jouée petit, voilà, mmh, vous comprenez petit très bras, bien. ouais. Parce que tu te dis, bon, en fait, il y a 16 points, tu tentes le field goal. Peut-être que c'est pour te prendre une moins grosse rouste aux Mmh, yeux du pays et de te dire, en fait, on est à 31, 31-18 et puis ça va. Mais au final, donc Notre-Dame manque le field goal alors qu'ils étaient à 9 yards. Hein, donc ils tentent un field goal, c'est un chip shot normalement. C'est mid-jeter, ouais, 27 yards. qui avait 27 été yards. bon hein, sur ces playoffs en plus. Hein, Exact, notamment contre Penn State, et etc. contre Georgia aussi. Oui, contre Georgia, pardon, pas contre Penn State. Mais donc Ouais. voilà, il manque le field goal de 27 yards et ensuite Ohio State punt en 5 jeux et Notre-Dame va marquer un touchdown en 6 jeux 80 yards avec notamment un gros gain pour Mitchell Evans, hein, 33 yards sur le jeu, puis ensuite Greathouse pour 30 yards pour le touchdown. Donc il y a deux passes qui accumulent 63 yards. Et donc là, à ce moment-là, il reste 3 minutes, 4 minutes 15 à jouer. Hein. Ohio State prend un drive de 3 minutes 50 où il reste donc 26 secondes pour mettre le field goal et venir à 34-23.
ce qui annule tous les espoirs, hein, puisque encore si Ohio State avait manqué le field goal, tu te dis que voilà, il y a possibilité de revenir, de marquer en 30 secondes. Mais là, effectivement, il n'y a pas de possibilité. Il y a 11 points d'écart, c'est fini. Le score ne fonctionne plus. Voilà, on peut dire un peu ce qu'on veut. Ça reste un match qui, aux yeux de l'écart en fin de match de 34-23, ça fait 11 points. C'est en dessous de la moyenne des 25 points de différence sur les 11 dernières. Sur les 11 dernières éditions. C'est ça, 11 dernières finales. Puisque à chaque fois, hein, je vous le mets dans le mille, l'écart moyen des 7 derniers, pardon, pas 11, des 7 derniers, c'était 25 points d'écart entre le vainqueur et le perdant de la finale. Là, ici, on avait un 31-7 qui est un peu plus représentatif, je trouve, de du match en général, mais ça finit quand même à 34-23, 11 points, et on est sur un match qui s'est bien déroulé. Je trouve que c'était un match propre, il n'y a pas eu énormément de flags, et ça a été joué plutôt fluide. Et au final, voilà, on se retrouve quand même avec un match qui ne restera pas dans les annales comme étant un des super beaux matchs des playoffs, mais c'est quand même un match qui n'était pas si mauvais au final. Non, parce que Notre-Dame a réussi quand même à proposer des choses et des belles actions en seconde mi-temps et a su se réveiller, parce que sinon, oui, on partait sur un no match de la part du Fighting Irish, excepté le premier drive, mais ouais, non, c'est match pas si serré que ça, mais avec un Notre-Dame qui n'a pas lâché et qui a, on va dire, maintenu un semblant de suspense en fin de match. C'est comme ça que je verrai la chose. Et oui, mais justement, en parlant de suspense, si on parle un peu des téléspectateurs, le match a quand même pas non plus glané un très grand nombre de téléspectateurs comme on aurait pu s'y attendre, hein. L'année dernière, on avait 25 millions pardon, de téléspectateurs pour la victoire de Michigan contre Washington dans un 34-13, 25 millions pour un 34-13. Et là, ici, on a une perte de 12% d'audience, hein, donc on est autour de 22 millions en moyenne. C'est quand même assez faible, je trouve. Mais il y a beaucoup d'explications, hein, qui se jouent autour. Mais entre autres, le match, c'est vrai que étant assez peu serré dès le début, les gens ont directement zappé, je pense. Il y avait l'inauguration également de Donald Trump, exactement. Il y avait aussi les finales de conférence, enfin les demi-finales de conférence NFL, le dimanche et le samedi, ou qui prennent quand même des viewers et que les gens se disent bon, ok, en fait on va regarder, ça fait 2 jours qu'on regarde du football, peut-être que le 3e jour on va pas le regarder. Donc il y a un peu une grosse explication autour. Et je vais te lancer un peu sur ce débat, Maxence, mais est-ce que tu trouves que le fait que les playoffs soient de plus en plus longs, donc là on a commencé les playoffs, hein, en fin décembre, c'était 20 décembre, on couronne un champion le 20 janvier. Le 17-18 janvier, quelque chose comme ça. C'est ce que je disais. On a presque un mois de playoff. Et est-ce que peut-être qu'à la fin, tu te dis, bon, c'est bon, j'ai vu les matchs, en fait, je commence à en avoir marre. C'est ce que je disais au début de l'émission, ça change notre perception de regarder du college football. Ces playoffs à 12, ça change. Bon, je parlais de l'importance de la saison régulière, c'est ça. Et les playoffs à 12, c'est beaucoup plus long. Là où on était habitué dans notre chronologie d'une saison de football américain entre NFL et college football à voir le cœur des playoffs autour du Nouvel An et d'avoir la finale 10 jours plus tard. À peu près, hein, c'était toujours, c'était toujours le 2e lundi du mois, ou c'était toujours aux alentours du 9-10 janvier à peu près, la finale. C'est toujours à peu près ça, ouais. Et là maintenant, c'est le 20 janvier, en plein milieu des playoffs NFL, et c'est pas facile d'exister face à la NFL. Même quand on est le college football, c'est pas facile aux États-Unis d'exister face à la NFL. Donc trop long, ou je pense que les playoffs ont peut-être été un peu trop longs, effectivement. Déjà,
entre le moment où on a joué les finales de conférence et le moment où on a commencé les playoffs, il y a quasiment une vingtaine de jours. Exact. Oregon n'avait pas joué depuis 25 jours. Donc déjà cette période-là fait un petit peu retomber le truc. Le premier tour a pas été incroyable, hein, ça a été des matchs one-sided pour les 4 en fait. Les quarts de finale autour du Nouvel An ont été bien. Et après, en fait, on a dû se retaper des matchs avec les demi-finales autour du 10 janvier, puis la finale le 20 janvier. Donc c'est une chronologie plus longue, il va falloir s'y habituer. On verra si dans le temps ils arriveront à poser cette nouvelle chronologie. Je pense que la concurrence des playoffs NFL est quand même très forte et que jouer la finale nationale juste après le wildcard weekend, c'est moins un problème que de le jouer après le divisional, qui est très souvent l'un des meilleurs week-ends de NFL de l'année, le divisional, parce que c'est 4 matchs, c'est souvent 4 matchs entre de très très bonnes équipes, là où le wildcard weekend peut être très rapidement one-sided. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faudra peut-être revoir un peu la façon dont on fait la saison. Et ben, jusqu'à 2027, pour l'instant, on ne revoit pas, puisque On reverra Las pas, ouais. Vegas a été désigné comme lieu de la finale universitaire de 2027. Enfin, 2020, pour la saison 2026, mais comme forcément ça joue en 2027 à cause du décalage, on a le 27 janvier. Le 27 janvier, dites-vous, on enregistre nous le 26 janvier. On sera encore plus loin et C'est on sera 27 janvier la finale la prochaine? la finale à Las Vegas, ça sera le 27 janvier, effectivement. Non, Et c'est donc, trop tard. tu te retrouves. Donc, on parlait de dire jouer après le divisional, mais là, on va se retrouver après les finales de conférence NFC et AFC. Donc, Ouais, on se c'est vraiment tard. retrouvera. Ouais, ouais, Et puis du coup, là, c'est sous juste génial. avant, Hein. 2 semaines avant le Super Bowl, parce que maintenant le Super Bowl est le deuxième dimanche de février. Ouais, Putain, le mais 27 janvier, c'est trop loin. puis surtout, c'est juste après les finales de conférence, encore une Mais fois, ils NFL. commencent quand les playoffs là cette année-là? Ils commenceront quand les playoffs? Euh, je ne sais pas, mais c'est. Ou alors, en fait, c'est parce que tu dois faire jouer les lundis, donc certainement, Ouais. tu auras Et encore des on en semaines arrive d'écart. aussi au problème de arrêter de jouer la finale nationale le lundi aussi. Hein. En fait, c'est parce qu'il y a des Les... accords. Oui, voilà. En fait, au départ, comment ça marche? C'est que historiquement, le vendredi, c'est le sport, c'est C'est le football le high américain. school. Le samedi, c'est le sport universitaire. Le dimanche, c'est le sport professionnel. En Ouais, mais NFL, je en crois que football américain. c'est valable que jusqu'à Thanksgiving et Et c'est après. exactement, c'est valable que jusqu'à Thanksgiving parce qu'à l'époque, en college football, quand les contrats ont été faits, il n'y avait pas, cet accord avait été fait, il n'y avait pas plus de matchs que ça. En fait, le college football avait terminé, donc ils se sont dit, faites ce que vous voulez parce Hmm. que nous, on s'en Oui, fout un peu. il y avait beaucoup moins de balls avant. Hein. C'est Aujourd'hui, ça. il y a quoi, une quarantaine de balls. À l'époque, t'en avais. Alors, je parle à l'époque, c'est quoi, c'est les années 60, t'avais une dizaine de balls. Exactement. Et donc, arrive ce problème du contrat télé. Donc, je pense qu'il va falloir à la fois travailler en interne pour se dire, en fait, les 20 jours entre la fin de la saison régulière et en fait, vouloir absolument faire des bowls du Nouvel An des demi-finales, parce qu'en fait, comme tu es obligé de faire des quarts de finale avec des bowls du Nouvel An Mm. et un premier tour en présentiel, hein, c'est vrai que si tu mets Sur campus. Ouais. sur campus, pardon, en présentiel, effectivement, je ne suis pas dans le monde du travail. Mais si Il y a il y a des équipes qui sont arrivées en playoff en télétravail. Hein. effectivement, j'aimerais pas citer savoir laquelle tu vas citer, Il y mais en a bon. pas qu'une. Mais en tout cas, c'est vrai que de vouloir mettre absolument les bols du Nouvel An en bol du Nouvel An, parce qu'au final, même le Ça, t'es Cotton obligé. Bowl, aujourd'hui, ils jouent plus au Cotton Bowl. Enfin, tu vois. Ouais, mais après, t'es obligé de garder de garder les balls, tu vois, le Rose Oh, Bowl et mais compagnie. moi, je veux bien garder le Rose Bowl. Le Nouvel An, la finale. Tu joues le 1er janvier, la Ouais. finale de college football. Et en fait, ceux d'avant, certes, c'est plus des bowls du Nouvel An, mais tu gardes quand même le Cotton Bowl, tu gardes quand même Mm. le Fiesta Bowl, tu gardes quand même l'Orange Bowl. C'est juste qu'ils sont pas au Nouvel An. Parce que si on veut bien faire une exception pour dire que le Cotton Bowl, maintenant, il se joue à Dallas et puis au Cotton Bowl, qui est en fait au départ le stade, hein, pour ceux qui ne savent Mm. pas, le Cotton Bowl, c'est un stade comme le Rose Bowl. Et Comme donc, l'Orange Bowl, comme. comme l'Orange Bowl, etc. Donc, en fait, au départ, Mm. c'est des stades. Et donc, de fait de se dire, maintenant, on les fait jouer dans le stade de Miami, on les fait jouer dans le stade de Dallas Cowboys, on les fait jouer à Georgia, ou peu importe où est-ce que la SEC peut avoir ses calendriers. De ce côté-là, qu'est-ce que tu dis
comme message, c'est que en fait, on a twisté un peu parce que maintenant, c'est plus c'est juste le nom du bowl, mais plus le bon stade. Bah, franchement, pourquoi est-ce que tu le twistes pas et que ton bowl du Nouvel An, bah, tu le joues avant le Nouvel An et comme ça, bah, ça évite un peu. Faudra revoir la structure d'une saison de college football. Est-ce qu'on la commence une semaine plus tôt pour pouvoir Il faut réduire le temps entre les deux de toute façon, entre ouais. entre la fin de la saison régulière et Qu'est-ce que tu fais du match Army-Navy? Parce C'est que le ça. match Army-Navy est et une semaine après les finales de conférence et une semaine après avant le début de la bowl season et donc des playoffs. Donc, est-ce que ce match Army-Navy, tu le cales en ouverture de saison, par exemple, ou durant la saison? Comme ça te libère ce week-end-là où tu peux commencer les playoffs. Ou est-ce que tu considères qu'en fait, Army-Navy, ils seront jamais en position de se qualifier pour les playoffs et on laisse le match là et on fait quand même les playoffs en même temps que le Army-Navy? Je pense que c'est pas la bonne solution celle-là parce qu'on a clairement vu que Army, par exemple, ils auraient pu y aller en playoffs cette année, hein, à un ou deux résultats près, ils étaient pas loin, mais ils étaient dans la discussion. Donc ouais, va falloir revoir un peu. Effectivement, les playoffs à 12 chamboulent le monde du college football, donc il faudra peut-être casser les traditions, notamment, comme tu viens de parler, les fameux bowls du Nouvel An qu'on va plus jouer pendant le Nouvel An si on a envie d'avancer la finale. J'ai pas l'impression que ça va dans cette direction pour avancer la finale, du coup, mais au moins remettre la finale à ce qu'on était habitué depuis 10 ans, c'est-à-dire début janvier, genre une semaine après le Nouvel An, tu vois. Ah oui, Tu fais mais les, moi, voilà. moi, j'ai pas trop de problèmes, mais là, tu vois, Mmh, on est encore plus en train de perdre une semaine, etc. mmh. Ça commence en fait à faire très très long d'un point de vue, d'un point de vue suivi, Oui, parce c'est que ça. tu suis ton équipe pendant 17 semaines, puis ensuite tu n'as Mmh rien pendant 3 semaines et tu dois te remettre dedans. mh. C'est ça le Mmh. problème, c'est que Ouais, ouais. si tu perds une semaine, comme au Super Bowl, tu as une semaine de bye week entre la finale de conférence et le début et le début des playoffs. Moi, ça me va très bien, etc. Enfin, tu fais un peu ce que tu veux, mais c'est dur de se remettre dedans en tant que Mmh mh. fan un peu lambda aussi, parce que celui Moi, qui ce qui est regarde à la dur, moi télé, moi moi, etc. c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis pas mis devant le match en direct parce qu'au-delà du fait que c'était le lundi soir, bon, déjà, j'avais regardé, tous les matchs de NFL, le week-end d'avant, donc j'étais claqué parce que voilà, le rythme de sommeil et tout machin, le Baltimore, Buffalo m'avait emmené jusqu'à, 4 heures du matin et quelques le lundi matin. Et en même temps, ouais, en fait, j'avais plus trop la tête au college football. Alors que c'est fou parce que c'est une finale nationale, donc c'est censé être le moment le plus attendu de la saison. C'est le dernier match, c'est la finale. Et ouais, il y a eu trop de en fait, on est passé moi je on est un peu tous enfin, moi, je suis un peu passé à autre chose. C'est-à-dire que oui, il y a la finale nationale de college football, j'adore le college football autant que la NFL, mais la NFL battait son plein avec les playoffs et college football, les derniers matchs étaient il y a une semaine et demie et le nombre de matchs s'est réduit au fur et à mesure aussi des semaines forcément. Et donc, ouais, tu es là et tu te dis: «Ah oui, c'est vrai, il y a la finale ce soir. Bon, je la regarderai en replay le lendemain», c'est pas tu vois, en plus, bon, c'est pas des équipes avec lesquelles moi j'ai des attaches personnellement, mais après ça reste de gros programmes, donc normalement ça aurait dû amener plus de monde. Mais, ça s'est retrouvé un peu trop en concurrence avec le moment fort des playoffs NFL C'est ça. Et au-delà de et ça, tu as une partie à un transfert moment, de la on n'est plus off-season. habitué. Tu sais, puis au-delà de ça, tu as déjà une partie où tu penses être dans la off-season parce que tu as tous les Mmh joueurs qui et tu transfèrent. les transferts, c'est ça, Tu as les ton changements. équipe qui est Mmh. en train de recruter des gars alors qu'ils Ça sont s en train de jouer en playoff. Mmh, mmh mh. Et en fait, moi, personnellement, mon cerveau part Il du s'est déjà principe mis que en mode off-season. c'est la off-season, on est en train de reconstruire Mmh. une nouvelle équipe. Il y a du transfert, il y a du recrutement, tu sais, les différents sign-in day, les différents bowls américaines, enfin, tu sais, les Il All-American, va les falloir Polynesian. repenser la structure d'une saison de college football. Il y a un gros, Heu, gros sujet sur mmh, ça, comme tu mmh, dis. Et je pense qu'il y a également un sujet de repenser la saison en interne et d'aller négocier avec la NFL en externe oui, pour pas jouer le dimanche, enfin pour pas jouer le lundi. mmh. Parce qu'en fait, la NFL, au fond, ils ont le Monday Night Football, tu vois. En fait, ils pourraient mettre des finales de conférence Ouais, ou des trucs
enfin des Je pense demi-finales de que conférence. les finales de conférence, faut qu'elles restent le dimanche pour la NFL, mais en même temps, elles arrivent à un moment de la saison où normalement tu joues plus de college football. Tu Oui, vois, c'est ça. Mais dans ce cas-là, on parle des voilà, on finales de parle divisional, tu vois, par exemple. ou des finales divisionales ou des wildcards, si on Ouais, arrive à moi j'ai aucun recaler problème à la. jouer un wild card Ouais, ouais. le lundi en Monday Night Oui, oui, Football, il tu y a vois. toujours un match de wildcard le lundi soir, ouais, effectivement. Mais t'en joues deux, et puis tu laisses Ou le alors match du jouer la dimanche. finale nationale un vendredi soir. Tu vois, si Bah, au moins vraiment il y a la le week-end. NFL Au veut, moins il y a le tu vois, week-end après, ouais, tu vois, au ça moins il y va a un le peu week-end mieux, ouais. après et ça peut être le coup d'envoi d'un Puis, gros week-end de football avec derrière les playoffs NFL, tu vois. puis c'est ça, et Euh, au-delà de ça, t'as une partie un peu. et il y a du college football en plus le Il y vendredi a du soir collège, le pendant la collège saison football le régulière, tu vois. vendredi soir assez souvent. À la rigueur, ça me dérangerait même pas de le jouer le jeudi si tu as une équipe de Mm. Mac en finale. Ça ferait du Maction. Ou alors là, le jour où on aura une équipe, surtout maintenant avec. Voilà. Surtout maintenant. Enfin bref, tout ça pour dire que bon là, ça fait, on a un peu fait le débrief sur la finale. On est Je vais surtout juste allé revenir sur un truc autre chose pour effectivement. la finale. J'en avais parlé un peu dans la discussion Triple Podcast, mais moi il y avait une action qui m'avait un petit peu, qui avait fait débat un peu. C'était le tout premier touchdown de Ohio State. Donc une passe de Will Howard pour Jeremiah Smith pour ouvrir le score pour Ohio State. Juste avant le snap, on voit le numéro 29 de Notre-Dame, Grayson Gray, qui cible Jeremiah Smith qui se cale donc sur le côté droit sur l'action. Il l'appelle en disant attention, il y a Smith qui est là, il y a Smith qui est là. Et Gray décide quand même de suivre ce qui a été décidé sûrement donc de partir sur la droite donc pour lui et de laisser Smith complètement seul. Alors j'avais posé la question de est-ce que c'est normal? Est-ce que ce cornerback aurait dû finalement suivre son instinct et de ne pas respecter le jeu et rester sur Smith, ou aurait-il dû suivre les assignements qu'on lui a donnés sur ce jeu défensif? Bah, en fait, on ne sait pas forcément l'assignement, hein, parce que ça se trouve, en fait, quand il pointe, donc comme tu expliques bien, en fait, il pointe, il voit le jeu. Ouais. En fait, il se dit, ça va à Jeremiah Smith la balle. Et donc, Jeremiah Smith commence sa motion, et certainement, peut-être que l'assignement, c'est du man-to-man. Et dans ce cas-là, il se dit, OK, bah, ça marche. Peut-être que l'assignement, c'est de la zone, mais comme il voit la motion, il se dit, je sais absolument que c'est ça et que je vais aller le défendre moi-même. Personne n'a un peu communiqué sur ce moment du match. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que le corner savait exactement le jeu qu'il allait jouer. Mais au final, il essaye de. Et je pense qu'il ne savait pas qu'il allait revenir de son côté. Je pense qu'il savait que Jeremiah Smith allait faire une motion et allait prendre la balle sur un jet ou peu importe Ouais. comment on va appeler ça, un sweep, peu Parce qu'en importe. fait, ouais, parce que Jeremiah Smith fait une motion, puis finalement, c'est le jeu, hein, repart. Et après, il se retrouve tout seul et il a de l'avance sur tous C'est les autres ça, c'est que défenseurs. tout le monde anticipe la motion parce que tout au Mm. long de la saison, Jeremiah Smith a déjà fait des motions. Et donc, je pense qu'au niveau de la formation, le corner a repéré également peut-être sur quelques petits tics de langage corporel que aurait mis Jeremiah Smith, qu'en fait, il allait partir. Il a prévenu toute son équipe qu'il allait partir. Et là, c'est tout le génie ou au moins la connaissance du football de Chip Kelly qui se dit, bah, en fait, toute la saison, on a joué ça, on a joué ça, on a joué ça Et pour que là, la défense de Notre-Dame, elle applique. Et là, on met une petite modification. Bam, on le fait retourner sur un petit tracé whip. Et au final, on est parti tout seul et il peut y aller en moonwalk. Mm. Et là, je pense qu'il y a deux choix donc de ce petit jeu du match en question. À la fois, on ne connaît pas l'assignation. Si l'assignation, c'était de faire du man-to-man et lui, il a voulu trop anticiper pour aller faire le pompier de l'autre côté du jeu, bah, en fait, c'est juste que tu n'as pas fait confiance à tes autres gars. Et ça, c'est un peu dommage. Tu as 10 joueurs avec toi sur le terrain. Tu n'es pas obligé de jouer contre le meilleur joueur du collège football en 1 contre 1 et de se dire que c'est toi qui dois faire le jeu. Surtout si c'est un jeu qui fait un jet de l'autre côté où il prend sa motion puis il va de l'autre côté. Si toi, tu n'es pas le premier sur le jeu, c'est pas grave parce qu'il y a au moins 6 autres gars qui sont du côté du terrain où il va. On va dire 5 à la rigueur même. Mais il y a quand même des gens qui vont là où tu es censé aller et où là, où le receveur va potentiellement pouvoir être plaqué par d'autres coéquipiers à toi. Et donc, si tu abandonnes ton assignation pour aller faire le pompier ailleurs, et ben, résultat,
tu te fais prendre à revers. C'est un peu l'image de tiens, il y a le feu qui brûle chez moi, mais en fait, je vais aller aider le voisin juste pour sa casserole. Et en fait, tu te dis, ok, certes, j'ai aidé mon voisin pour la casserole, j'étais là au cas où, mais en fait, chez moi, ça a fini par brûler. Et donc là, tu te retrouves un peu avec, tu as voulu jouer au super-héros. Et moi, ce que j'ai toujours à mes joueurs, c'est tu fais ton 1/12e. Ton 1/11e, si tu es au football américain classique. Au Canada, tu as 12 joueurs, mais donc je dis toujours, faites votre 1/12e. Là, en l'occurrence, ce que j'aurais dit à mes joueurs avant, surtout dès qu'il se passe quelque chose comme ça, c'est tu fais ton 1/11e, tu fais ton job. Celui à côté fait son job et tu lui fais confiance sur ce qu'il fasse ton job. Tu ne vas pas faire le job de 2-3 gars. Ton job, c'est de faire ça, tu respectes ça. S'il se passe quelque chose, tu n'es pas responsable. Tu peux aller aider dès que tu as fait ta première assignation. Tu as fait ta première assignation, tu vois qu'il n'y a rien qui va rentrer de chez toi, vas-y, va aider. Mais tu fais d'abord ton job. Et je pense que ce n'est pas un jeu qui est définitif parce que de toute façon, Ohio State a un peu roulé sur le match. C'était pas une quatrième tentative. Oui. Tu sais, c'était pas une quatrième tentative où si tu stoppais, ils allaient repartir sans points. Je crois qu'ils étaient en deuxième tentative ou quelque chose comme ça. Deuxième et 5, quoi. Au final, tu sais, ils auraient marqué le jeu d'après ou le jeu d'encore après. Ohio State était tellement peu ralenti sur les 31 premiers les 31 premiers points du match que même moi, j'étais en train de texter mes amis de Loyola en disant félicitations. C'était la mi-temps, il y avait 21-7. J'étais franchement bravo pour la saison de playoff. C'est ça. Et tu vois, tout le monde se disait même ah non mais il n'est pas fini, tu sais, de la fausse humilité en mode ah non mais c'est pas fini, alors qu'on savait très bien qu'ils allaient jamais revenir, tu vois. Et quand ils ont commencé à revenir, je me suis dit ah peut-être qu'ils avaient raison, mais non, au final tu te rends compte qu'il y a des petits jeux qui sont définitifs peut-être pour l'aspect moral du match, mais qu'au final Ohio State était trop fort pour Notre-Dame, et c'est justifié, c'est la meilleure équipe des playoffs, ils ont été là quand il a fallu. Et la clé du match pour moi c'était vraiment, est-ce que les DB de Notre-Dame allaient réussir à stopper le jeu de passe de Ohio State, et est-ce que Ohio State allait réussir à stopper le jeu de course de Notre-Dame. Et au final on se rend compte qu'Ohio State a réussi à le faire au niveau du jeu de course, Notre-Dame un peu moins sur le jeu de passe. Et puis en même temps il y a eu un gros match aussi du running back Judkins avec 100 yards et 2 touchdowns, notamment une course de 70 yards à un moment donné là, qui a complètement je crois que c'est dès le début de la seconde mi-temps d'ailleurs c'est dès le début de la seconde mi-temps qu'il fait sa course de 70 yards, qui ont fait un très gros match. De manière générale, le duo de running back d'Ohio State a été vraiment bon sur ces playoffs, et Will Howard a été très bon aussi sur les playoffs. On voit quand même que Chip Kelly et Ryan Day ont compris que ça servait à rien de charger sur des inside runs comme face à Michigan. Tu avais des receveurs de talent et ils les ont utilisés, donc c'est pour ça que Ohio State est allé jusqu'au bout, et encore une fois on domine cette finale tout simplement. Et côté Notre-Dame, ils ont quand même bien réagi à la passe. Ça a été mieux que ce qu'on aurait pu attendre de Riley Leonard à la passe, avec notamment un Jaden Greathouse qui a été complètement chaud en fin de match, mais trop tard comme tu dis. Et donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur les quelques éléments du match. Puis bien sûr, Jeremiah Smith, moi de mon vivant, trop fort. De ma expérience de viewer de college football, j'ai pas vu Adrian Peterson en freshman. Il paraît que c'était aussi une dinguerie pour un freshman à l'époque. Mais alors Smith, je pense que c'est vraiment le freshman le plus dominant que j'ai vu de ma vie en college football. Il y avait Michael Crabtree à l'époque, moi, quand j'ai commencé le football, mais il était redshirt freshman, il n'était pas true freshman. Oui, voilà, true freshman. Je parle vraiment de true freshman. C'est là qu'il pourrait me parler de Trevor Lawrence aussi, tu vois. Trevor Lawrence, il était true freshman quand il était true freshman, il était pas. Non, je crois qu'il a starté à 18 ans, il me semble. À moins que. Faudrait vérifier, mais non, il est bien trouvé. Il était true freshman, il a starté à 18 ans. De toute façon, en fait, ce gars-là, il avait jamais perdu un match. Enfin bref, avant d'arriver à Jacksonville. Mais au-delà de ça, si on, tu sais, Jeremiah Smith, il a quand même fait un match incroyable. Ohio State, le catch final. C'est ça, le catch final également. Tu te dis qu'à travers en fait cette montée en progression de Jeremiah Smith tout au long de la saison et tout au long des playoffs, tu te dis que Ohio State a quand même un avenir assez
assez sympa pour les prochaines années. Parce que Kernel Tate revient, le receveur numéro 17 que vous avez certainement vu. Jeremiah Smith est sûr de revenir pour au moins les 2 prochaines saisons. Lui, il a encore 2 années de college football à faire. Et donc, tu te retrouves quand même avec une escouade, déjà de Ohio State qui n'a pas besoin de receveur non plus, mais qui est quand même bien en place. Et Ohio State va passer, l'identité d'Ohio State va passer, je pense, par Jeremiah Smith sur les 2 prochaines saisons. Oui, parce quand il aura un très bon match, comme contre Oregon, comme contre Tennessee, Ohio State va dominer. Quand il aura un match un peu moins, où il sera un peu plus musé, notamment comme contre Texas, ça sera un peu plus difficile pour Ohio State. Ça passera peut-être plus par la course. Exact. Voilà. Et de toute façon, après, Ohio State, voilà, ça fait partie de ces programmes qui dans font tous les cas, ils font 6 college football playoffs sur les 11 derniers. De toute façon. Et c'est leur 9e titre national, on n'en avait pas parlé. Leur 9e titre depuis le dernier en 2014 contre Oregon. Pardon, contre Oregon dans une victoire 42-20. C'était un crève-cœur, c'était la première finale de saison régulière, de la première finale que je regardais de football. Et voilà, c'était dur parce que pour ceux qui ne savent pas, moi, le premier match de college football que j'ai regardé de ma vie, c'était Oregon-Florida State. La demi-finale. La demi-finale au Rose Bowl, et donc forcément tu supportes l'équipe qui gagne. J'aurais pu avoir une saison compliquée cette année si j'avais été supporter. T'aurais pu être un fan des Seminoles. Exactement. Mais non, finalement, voilà, tu te retrouves avec quand même un titre depuis 2014, donc 10 ans après, ça revient, et surtout un an après que Michigan ait remporté le titre. Et là, d'un point de vue fan, d'un point de vue un peu querelle de fan, t'es bien content de l'avoir gagné que juste l'année après Michigan, puisque dans cette année-là, en fait, t'aurais pu avoir vraiment l'éternel non, on a gagné un titre national avant vous, etc. etc. Le Big Ten qui enchaîne 2 champions nationaux, c'était jamais arrivé, je crois, dans l'histoire du college football. On va peut-être pas dire jamais, parce qu'il y a des époques où ça a quand même gagné pas mal. C'est très rare quand la Big Ten aligne 2 champions nationaux de suite. Et Ohio State, on verra qui sera le quarterback la saison prochaine du côté des Buckeyes. On verra aussi que la défense, parce qu'il y a beaucoup de départs en défense notamment, mais bon, on s'en fait pas, c'est des programmes qui ont tout ce qu'il faut en termes de freshman, de sophomore derrière à chaque fois. Et puis pour Notre-Dame, c'est une belle 3e saison quand même pour Marcus Freeman. L'avenir quand même semble bon du côté du Fighting Irish, avec Marcus Freeman qui a prouvé cette saison qu'il était capable de réagir après une grosse défaite pour emmener les Fighting Irish en finale. C'était la première finale du Fighting Irish depuis très longtemps, depuis 2012 et l'époque Manti Te'o. Attends, c'est de la saison 2012. Si je dis pas de bêtises, avec la défaite contre Alabama. Et puis ils ont gagné enfin des bowls majeurs. Donc voilà comment se termine cette saison. T'en as pensé quoi toi de cette saison, Robin? Moi j'ai beaucoup aimé la saison régulière. Moi j'ai adoré la saison régulière. J'ai trouvé que si elle avait eu un impact sur le futur, plus d'impact sur le futur. Elle a eu un peu d'impact, tu vois. Elle a eu des impacts sur Alabama, sur Ole Miss, tu vois, Michigan. Mais en fait, ils ont perdu trop de matchs, Michigan. Ole Miss et Alabama, ils ont perdu trop de matchs. Mais d'un point de vue Notre-Dame, je suis content que un match de semaine 2, ça n'ait pas impacté le reste. Ça n'a pas impacté parce qu'ils ont gagné tout le reste. Mais ça, c'était déjà valable avec les playoffs à 4. Oregon avait perdu contre Stanford en overtime. C'était déjà valable avec les playoffs à 4, et Notre-Dame a respecté le truc de OK, maintenant on n'a plus le droit de perdre. C'est ça. Et donc, au-delà de ça, ils ont fait, je pense, la bonne chose. Moi, j'ai adoré cette saison. En termes, on a eu des beaux upsets. On a eu des belles équipes qui se sont battues. Et je pense des équipes du Group of Five qui se sont battues beaucoup plus. Parce que notamment, il y avait une place en playoff qui se jouait. Ça c'est le bon côté, je trouve, des playoffs à 12 en qualifiant le meilleur champion Group of Five. C'est qu'on a eu un vrai intérêt à suivre la saison côté Group of Five. Pour ceux qui ont suivi notamment le podcast qu'on faisait avec Geoffrey, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des choses très cool à suivre. Et avec notamment Boise State, UNLV, Army, Tulane qui ont été dans la course pour ce spot.
Et on a eu des upsets, on a eu des matchs incroyables. Moi, je repense encore au Vanderbilt Alabama qui était exceptionnel. Des belles histoires, SMU, Indiana aussi. Mais on a eu une super saison régulière et on a eu des playoffs Correct. C'était pas, corrects. c'était Voilà, pas les meilleurs playoffs. Je correct. pense qu'on refera plus tard un débat avec Ouais. à plusieurs sur les playoffs à 12, la réussite, oui, non des playoffs à 12. Mm. Mais la saison régulière, elle a eu vraiment pas mal Ouais. d'intérêt, alors que je pense qu'il y a beaucoup de gens, moi y compris, disant que la saison régulière aurait plus d'impact à cause des playoffs à 12. Donc c'est vrai dans les résultats, mais dans les matchs, on voit quand même que les équipes se sont battues jusqu'au bout et que ben voilà, c'était quand même vraiment sympa à voir. Petit coup de cœur de la saison, voilà, Oregon, Vanderbilt, Army surtout. Mais Boise State. Boise State également Avec avec Ashton Ashton Genty, bien Genty. sûr, et ça a été un vrai feuilleton à suivre aussi. Hein. Ouais. Oklahoma State aussi, grosse équipe. Non, on parle pas des équipes qui n'ont pas bien fonctionné en Big 12. Parce mais, que... mais non, mais effectivement, c'était une bonne saison et je pense que c'est une bonne conclusion à la saison, cette finale. Ça fait plaisir de la finir enfin. Et maintenant, on se tourne vers le recrutement, vers la draft pour les joueurs qui sont juniors ou seniors. Et nous, on va continuer à venir avec du contenu pour Ouais. tout au long de la off-season, des Valentin épisodes de et draft, Ryan, notamment, des articles, toujours de ce côté-là avec Valentin et Ryan, effectivement, qui font un gros Ouais, travail. On petit aura mock des mock draft, là. drafts. On aura également, je pense, sans pour autant spoiler, des petits épisodes sur le recrutement, puis toujours un peu Ouais, et puis de preview des et des épisodes épisodes. spéciaux qu'on a en tête aussi avec Gus. Exact. Voilà, autour de l'histoire du college football, un peu. On a envie de faire quelques petits épisodes spéciaux pour vous faire patienter pendant la longue intersaison Ouais. qui nous attend. Mais il y a toujours des trucs à regarder, à voir, à analyser. Pour les férus de draft, c'est le meilleur moment de l'année qui commence. Et puis, non, c'était une super. Franchement, c'était quand même dans l'ensemble, c'était quand même une super saison. Même si bon, les playoffs voilà, ont été un peu moyens, mais en même temps, je pense que ça va être ça un peu avec autant de matchs, autant d'équipes. On peut pas avoir des classiques tout le temps, donc voilà, ça fait partie de. De toute façon, voilà, faudra faire avec. Et puis, on a déjà hâte d'être au 24 août prochain à Dublin pour le Kansas State Ohio State qui ouvrira la saison. Et d'ici là, Et restez on aura branchés une pour très très kiffer. belle, très belle semaine 0, très très belle semaine 1 Mm. également. Donc restez connectés, n'hésitez pas à interagir avec nous sur vos envies. On va voir ce qu'on peut faire. Et en tout cas, je te remercie Maxence à la fois Mais pour merci à toi, Roland. toute la saison. C'était ta première saison Ouais. réellement avec Très avec The content. Triplé. Et merci pour Personnellement ton très content investissement d'avoir. et ton aide. Ça fait Personnellement très plaisir. content d'avoir rejoint le groupe. Merci pour la confiance et puis l'intégration. Bon, Geoffrey n'est pas là, mais je sais qu'il dirait aussi la même chose. On est très content de. Moi, personnellement, je suis ravi de pouvoir parler college football toutes les semaines, de continuer aussi à apprendre sur ce sport incroyable et toutes les spécificités et tout. Donc, et puis de partager cette passion. Donc, j'espère qu'on aura de plus en plus de monde qui suivra la saison prochaine. Mais voilà. Puis en espérant l'année prochaine que UCF, avec le retour de Ryan Frost, me fasse un peu plus rêver parce que c'était pas facile aussi à suivre cette saison. Mais bon. Effectivement. Et sur ces belles paroles, on vous souhaite une belle off-season et on se retrouve bientôt pour du nouveau contenu. Ciao Ciao les tout le gars. monde. Ciao.